Ta propre voix, c'est pas une idée, c'est une fonction vitale et quand tu l'écoutes pas, tu survis. T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnais-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Je vais te raconter un des moments précis où j'ai compris que me taire me coûtait plus cher que de déplaire. Avant, pour pas entendre ma propre voix, j'étais dans la suranalyse. J'analysais tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais. Chaque chose était millimétrée, chaque chose était décortiquée. Et j'attendais. J'attendais de trouver la clé, j'attendais de comprendre comment faire, j'attendais de trouver le mode d'emploi pour sortir de ma tête et je continuais à me conformer, je continuais à me dissocier, je continuais à pas du tout m'écouter. Un moment précis où j'ai compris que ça me coûtait plus cher de pas m'écouter et de me taire, de faire taire la voix qui était en moi. Je travaillais encore comme fonctionnaire. J'ai été graphiste dans une commune pendant 7 ans. Et tout au long, de ce parcours, en tant que fonctionnaire, évidemment, je m'écoutais jamais. Parce que si je m'étais écoutée, très sûrement que j'aurais démissionné au bout de 2 jours. Et un moment pivot, ça a été vraiment, pris 6 mois de vacances sabbatiques et je suis partie en Asie, notamment en Inde. J'ai passé 5 mois en Inde, donc autant me dire que c'était la majorité du voyage. Et je suis rentrée au bout de 6 mois donc et je suis rentrée pour retourner travailler, dans cette commune. Et là, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ouvrais la bouche, je disais quelque chose que je voulais pas dire. Et j'ai commencé à être vachement plus calme, vachement plus silencieuse, je parlais beaucoup moins et on me l'a fait remarquer. On m'a dit: «Mais Laura, tu parles plus, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas?» On me posait énormément de questions parce que j'avais eu ce changement de comportement et en fait, je me suis rendu compte que je ne parlais plus parce que tout ce que je voulais dire, en fait, je pouvais pas le dire et ça a été un moment de pivot parce qu'à partir de là, j'ai quitté la fonction publique et ça, c'était il y a 5 ans. Du coup, aujourd'hui, je voudrais juste que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à ne plus t'écouter? Parce que quand on est enfant, on s'écoute. On fait ce qu'on pense, on dit ce qu'on pense et on le sent, on le fait, on le sent pas, on le fait pas. Et puis arrive un moment où on arrête en fait d'écouter cette voix-là et on commence à plus s'écouter. Pour X raisons, parce que pour l'éducation, pour l'école, pour plaire à nos parents, pour se faire des amis, peu importe c'est quoi la raison, on s'en fout du pourquoi ici. Je voudrais juste que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à plus t'écouter. On confond souvent écouter, comprendre, analyser, décortiquer, trouver le pourquoi, avec le fait de s'écouter vraiment. Parce que dans notre vie, on a appris à écouter seulement les autres. On a appris à écouter nos parents, nos profs, nos thérapeutes, les gourous, les experts, tous les gens qui savent mieux que nous. Mais on n'a pas appris à écouter notre voix physiologique, notre voix interne. Et du coup, on vit une vie validée, mais pas du tout habitée. Ta voix n'est pas une opinion, c'est une réaction corporelle. Et je vais te donner des exemples. Quand tu dis oui, un vrai oui, un oui qui est vraiment senti, tu veux dire oui absolument à cette chose-là, il se passe quelque chose dans ton ventre. Quand tu te tais alors que tu aimerais parler, il se passe quelque chose dans ta mâchoire. Juste essaye de, voilà, de vérifier, d'observer toutes ces petites réactions
et ta voix, elle se trouve là. C'est pas une petite voix spirituelle, c'est pas la petite voix qui te murmure des choses, c'est ta voix biologique. Qu'est-ce que ton corps fait quand tu m'entends dire ça? Où est-ce que ça sert? Qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu évites? On reste dans les cases par sécurité, pas par bêtise. Et si tu restes dans des cases, c'est pas parce que t'es bête ou parce que tu mérites pas mieux, c'est parce que ça sécurise. Les cases, elles rassurent ton système nerveux, elles donnent une illusion de contrôle, elles t'évitent le rejet, elles t'évitent le conflit, elles évitent que tu prennes des responsabilités. Donc sortir des cases, c'est sortir du connu, et donc ça active la peur, et c'est normal. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est une erreur classique, c'est de parler de sortir des cases comme un choix mental. On choisit de sortir des cases, on choisit d'être anticonformiste. C'est pas un choix sortir des cases, c'est une réaction biologique saine quand la case, elle t'étouffe. Moi aussi, j'ai vécu dans des cases. Moi aussi, j'avais cette illusion de sécurité. Et le prix que j'ai payé, c'est un corps tendu et malade, des problèmes de voix, je perdais souvent ma voix, celle-là, celle de la gorge, la fatigue chronique. Et en fait, mon corps, il savait avant moi. Mon corps, il parlait en sensations, il parlait en symptômes, il parlait même en comportement. Et du coup, quand on parle de cases, on va forcément parler de limites. Parce qu'on croit que poser des limites, c'est être dur, c'est être agressive, c'est être trop rigide. Mais une limite, c'est pas une attaque. Une limite, c'est une information vitale. Les limites, elles sont pas mentales, elles sont corporelles. Si tu les poses pas, ton corps, il va les poser à ta place. Il va te faire, trébucher et te tordre la cheville. Il va te rendre super fatigué. Il va te faire tomber en dépression. Il va te mettre en colère. Il va te faire craquer. Parce que le corps, il finit toujours par parler plus fort. Il veut te ramener à l'essentiel. Quand tu poses pas une limite, tu vas avoir une conséquence. Quand tu poses une limite, tu vas avoir peur, oui, mais après tu seras soulagé. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Une limite, c'est pas un mur, c'est un système nerveux qui respire. Donc aujourd'hui, je voudrais juste que tu penses, quelle est la limite que ton corps te demande depuis des mois? Quelle est la limite que tu veux, que tu dois poser depuis des mois, voire des années et que tu ne fais pas? Quand tu poses pas tes limites, tu te trahis et personne ne te fera confiance pour de vrai à 100 si toi déjà tu te trahis. Parce que l'amour extérieur, ça répare pas l'abandon intérieur. La reconnaissance, ça remplace pas la présence. Les signes, les synchronicités, les validations, les tirages de cartes, l'astrologie, c'est des bonus, c'est pas de la fondation. Tu peux pas déléguer ta souveraineté. Attendre, c'est une stratégie de protection déguisée. Je sais que t'attends. T'attends d'avoir plus d'argent pour te faire accompagner. T'attends d'être guérie pour te sentir mieux. T'attends d'être prête pour te lancer dans tes projets. T'attends d'avoir confiance pour trouver la bonne relation. Mais la confiance, elle vient après l'acte, elle vient pas avant. Personne ne va venir te sauver. Et c'est une bonne nouvelle. Je m'explique. Ça paraît rude comme ça, mais c'est une bonne nouvelle. On a un fantasme, c'est le fantasme du sauveur. Ça vient, c'est très culturel et même si tu n'es pas catholique, euh, la religion catholique, elle a teinté notre culture en Occident. Elle a vraiment, vraiment, vraiment teinté notre culture. Et on a cette image, cet archétype, cette chose qui plane au-dessus de nous dans l'inconscient collectif de il y a un sauveur. Il y a Jésus, Dieu, peu importe ce que c'est, qui va venir nous sauver, qui va venir nous aider, qui va nous élever. Et du coup, on a transféré ce fantasme du sauveur sur les thérapeutes, les partenaires de vie, nos partenaires de vie, nos conjoints, sur des méthodes, sur notre mental. Le fait de mentaliser tout, le fait de tout comprendre, ça va nous sauver. Et ça nous maintient dans l'attente, parce qu'on attend que quelque chose ou quelqu'un vienne nous sauver. Et du coup, on n'a jamais le contrôle, on n'a jamais les rênes, on tient jamais le volant en fait. C'est les autres, c'est la société, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le thérapeute, c'est le gourou, c'est celui qui te guide et qui tient les rênes, c'est pas toi. On ne te donne pas la responsabilité de ta guérison. C'est un vrai, gros, énorme problème. La responsabilité, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Tant que tu délègues,
tant que tu attends, tant que tu remets à l'extérieur ton pouvoir, tu auras toujours l'impression que tu n'es pas en contrôle. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tu vas te mettre à, nettoyer frénétiquement toujours ta cuisine, il faut qu'elle soit parfaite. Tu vas contrôler tout ce que tes enfants font, disent, avec qui ils sortent, et cetera. Tu vas contrôler ton mari. Tu vas te mettre à contrôler chaque détail de ta vie parce que ça te donne l'illusion d'être en contrôle. Mais le jour où tu seras en contrôle de ton avancement, de là où tu vas, quand tu auras la responsabilité de ta propre guérison, tu auras plus besoin de contrôler toutes ces petites choses. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a 10 ans, heu, j'ai acheté une maison et je passais mon temps libre à tout millimétrer. La chaise devait être exactement là, les couteaux exactement comme ci, tout devait être au millimètre. J'étais dans l'over control de tout. Ma vie était millimétrée et elle était surtout super occupée. Je devais toujours faire quelque chose. Je travaillais, je rentrais du travail, je nettoyais. Ensuite, je cuisinais. Ensuite, je faisais ci, j'organisais ça. J'organisais mon planning, j'organisais les vacances. Je faisais du volontariat le week-end. J'avais pas une minute pour penser et pour sentir que j'étais pas en contrôle. Le jour où j'ai compris que le contrôle, c'était une illusion extérieure et qu'en fait, je pouvais être en maîtrise de moi-même, ça a tout changé. Ton pouvoir, il est pas à prendre, il est à cesser de céder. Ton pouvoir, tu l'as déjà, tu dois pas le trouver, tu dois pas, heu, le chercher en fait. Il y a personne qui va te le donner. Il faut juste que tu arrêtes d'arrêter de le donner aux autres, d'arrêter de le céder. Tu as rien à devenir en fait, tu as juste à arrêter tu juste à arrêter d'arrêter, ouais. Tu as quelque chose à arrêter. Arrêter de te taire, arrêter de te couper de toi-même, arrêter de t'excuser d'exister, arrêter de remettre ta vie à plus tard. On parle pas du pouvoir, comme on peut voir sur Instagram, le pouvoir de girl boss, l'entrepreneuse, qui fait tout toute seule, qui s'est faite toute seule. Moi, je te parle pas de ça ici. Je te parle de ton pouvoir personnel, de ton pouvoir dans ton corps. Avoir ton pouvoir dans tes mains, c'est pouvoir sentir, c'est pouvoir décider, c'est pouvoir agir. Pas être sûr, mais juste être aligné. On n'est jamais sûr. On fait avec la peur. Ça existe pas de pas avoir peur. C'est des conneries les gens qui disent qu'ils ont pas peur. Ça existe pas. Si tu as pas peur, ça veut dire que tu es complètement en check-out de la réalité. La peur, c'est une réaction biologique. On l'a tous, c'est obligatoire. Donc tu peux avoir peur et tu auras peur. Mais faire avec la peur, dire non, partir quand ça va plus, arrêter, arrêter les choses, arrêter de continuer, arrêter de faire des efforts pour rien, commencer quelque chose que tu veux commencer depuis si longtemps, ralentir, prendre le temps. Tout ça, c'est ton pouvoir. T'as pas besoin d'être prête, t'as pas besoin de comprendre plus, tu as besoin d'écouter ce qui est déjà là. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses une seule chose, que tu écoutes la première contraction dans ton corps, la première chose qui te dit: là c'est un oui ou là c'est un non» et que tu la nies pas, que tu la mettes pas de côté, que tu la laisses vivre et c'est comme ça que ça commence la confiance.